Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans le rapport final de l'évaluation des partis politiques, et le moratoire de 90 jours, l'administration électorale prépare la dernière phase de l'opération. Les détails dans ce journal. Usage des des enseignants de l'Institut des mines et géologie, représentants de quelques sociétés minières et agents de sécurité bénéficient d'une formation sur la problématique. L'objectif est de contribuer à la sauvegarde de l'environnement. 2 Guinéens sont récipiendaires du concours international de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Leurs prix ont été présentés hier à l'UGLC de Sanfonia. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Le président du Conseil national de la transition sur le chantier du futur siège du Parlement guinéen, au centre directionnel de Koloma, commune de Ratoma, accompagné du ministre du Plan et de la Coopération internationale et du gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Il était question pour Dr Dansak Kourouma de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Abdoulaye Diallo, Taban Sila, Youssouf Kamara. Sur les pas du président du Conseil national de la transition, des conseillers nationaux, des membres de son cabinet ainsi qu'une forte délégation gouvernementale composée du ministre du Plan et de la Coopération internationale et du gouverneur de la Banque centrale. Ensemble, ils évaluent le niveau d'exécution du chantier de construction du siège de l'Assemblée nationale. Les travaux ont démarré en août 2024. Vous imaginez, en quelques mois seulement, nous sommes à 20%. Ça veut dire si les différents goulots d'étranglement sont levés, on ne va pas attendre le délai contractuel. L'infrastructure pourra être achevée avant cette date-là, en tout cas avec le niveau d'évolution actuel. Et aussi, c'est un constat d'espérance, dans la mesure où le président de la République a mis à disposition de ce projet tous les moyens dans le cadre de la contrepartie guinéenne pour ne pas que les travaux, les tâches qui doivent être exécutées par le maître d'ouvrage ne retardent pas. Sur le site, ouvriers chinois et guinéens travaillent 24 heures sur 24 dans le but de respecter le délai du contrat. Du côté de la Guinée, le gouvernement promet de mettre les bouchées doubles pour faire face aux difficultés énumérées par les partenaires chinois. Son Excellence le général Mamadi Doumbouya, au mois de septembre, on était en Chine pour le FOCA, la coopération Afrique-Chine. Il a dédié la coopération entre la République Guinée et la République populaire de Chine comme pas un partenariat stratégique, mais c'est un mariage. Dans ce mariage, il faut avoir des enfants. Donc l'un des enfants aujourd'hui de ce mariage, c'est cet édifice-là qui va être vraiment le témoin de le partenariat stratégique entre la Guinée et la Chine. Nous sommes dans une refondation, mais aussi nous sommes en phase d'élaboration du programme de développement économique et social responsable et durable, le programme Simandou 2040. Donc ces infrastructures-là vont rentrer désormais dans ce programme de développement de notre pays. La construction du siège de l'Assemblée nationale figure parmi les priorités que s'est fixé le Conseil national de la transition. 5 mois après le démarrage du chantier, le niveau d'exécution obéit à l'esprit de la refondation. Sur les 5 ouvriers que j'ai demandés, il y a au moins 4 qui travaillent aux alentours du chantier, ce qui est extrêmement important. Koloban, Simbaya, Petit Simbaya, ça veut dire quoi? Ce projet-là, tel que nous l'avons promis aux riverains, ils ont eu du travail. Le siège de l'Assemblée nationale, c'est le facteur déclencheur de tous les autres projets sur Koloma. Je peux vous le garantir. Parce que nous avons adopté une approche de dialogue avec les riverains. J'ose vous dire aujourd'hui que Koloma sera l'un des sites les plus enviés de la Guinée, sous le leadership du président de la République. Préalablement à cette visite guidée, qui n'est pas une première pour Dr Dansak Kourouma, la délégation a d'abord suivi avec intérêt une projection vidéo mettant en lumière les caractéristiques de l'édifice et l'évolution totale du chantier.
Et disons que dans le rapport final de l'évaluation des partis politiques présenté au mois de juillet 2024, 37 partis sont restés non évalués. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, à travers la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale, prépare la dernière phase de l'opération afin de présenter le rapport définitif prévu le 31 janvier 2025. Autre précision avec Amadou Touré. Dans le cadre de la poursuite de l'assainissement du fichier des partis politiques, le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation lance la dernière phase de l'opération. 21 partis politiques sont concernés sur les 37 annoncés dans le rapport final présenté au mois de juillet dernier. Ces agents, en général les directeurs communaux en formation, en présentiel et les directeurs préfectoraux en visioconférence, reçoivent les dernières instructions avant leur déploiement sur le terrain. Pour ce qui est de Conakry, ce sont les sièges qui vont être visités dans les différentes communes par les directeurs communaux. À l'intérieur du pays, ce sont les directeurs préfectoraux qui auront la charge non seulement d'identifier les 21 partis politiques déjà qui ont pu récupérer les fiches de collecte chez nous. Ensuite, les partis politiques sont en observation. Et nous faisons ça pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux sont revenus vers nous pour dire qu'ils sont présents presque sur toute l'étendue du territoire. Pour être dans le délai moratoire de 90 jours fixé au 31 de ce mois, la Direction nationale des affaires politiques et de l'administration électorale fait le point. 16 ne sont toujours pas retrouvés. Ils ne sont pas venus retirer les outils. Donc, on a donné de la chance à tout le monde, mais les 21 feront l'objet d'évaluation et les résultats seront présentés avant le délai moratoire qui est le 31 janvier 2025. Donc, à la suite de ça aussi, je peux vous dire que les partis s'attellent. Aujourd'hui, on est à 40 partis politiques sur les 67 partis qui avaient des documents à compléter, qui ont complètement fini de compléter ces dossiers. Donc, il reste 27 partis qui n'ont pas encore fourni, mais vous voyez déjà la commission est là et il y a même des partis qui sont là ce matin. Donc les statistiques vont évoluer et sur les 54 partis suspendus, on a aujourd'hui 20 partis qui ont aussi complété les dossiers. Donc ça veut dire qu'il y a toujours 34 qui n'ont pas encore, mais les gens viennent et ils ont le temps jusqu'au 31 janvier 2025 pour le faire. Ces directeurs communaux et préfectoraux auront 7 jours suite à cette formation pour paraffer ce travail qui consiste à identifier les sièges et collecter les coordonnées GPS des partis concernés, recueillir des informations sur le fonctionnement lié à la comptabilité et la structure des partis en évaluation. À présent, ce communiqué du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Communiqué, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation constate avec regret la prolifération des mouvements politiques sans autorisation administrative préalable. Cet état de fait est contraire aux dispositions de la loi organique L91-2 CTRN du 23 décembre 1991 portant charte des partis politiques. En conséquence, il est demandé à tous ces mouvements politiques de cesser immédiatement leurs activités et de soumettre une demande d'autorisation administrative auprès de notre ministère pour leur existence légale. Par ailleurs, le ministre invite les institutions nationales et internationales, les partenaires techniques et financiers à cesser toute collaboration avec les 54 partis politiques suspendus jusqu'au 31 janvier 2025, conformément aux conclusions du rapport final de l'évaluation des partis politiques de 2024. À l'expiration de ce délai, des dispositions supplémentaires feront l'objet de nouveaux communiqués. En ce qui concerne les partis politiques en litige interne, ils sont priés de se conformer aux décisions de justice ou de faire preuve de retenue avant le dénouement de leur situation pendante devant les juridictions compétentes. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation tient à rassurer les
les acteurs politiques en situation régulière que les activités politiques sont autorisées conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière et dans le cadre de l'orientation du président de la République, chef de l'État, lors de son adresse à la nation du 31 décembre 2024. Fait à Conakry le 9 janvier 2025, le ministre général, deuxième section, Elhadji Ibrahima Khalil Kandé. Bientôt, les sièges des nouvelles communes de Conakry. La pose de la première pierre a eu lieu dans les différentes municipalités de la capitale. Le ministère de l'administration du territoire, le gouvernorat et l'ANAFIC sont sur le terrain pour la réalisation de ces infrastructures. Autre précision avec Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Les actions de développement se multiplient dans la capitale Conakry. Après Kagdele, Tombolia et Lambagny, c'est au tour des communes de Bessia, Sonfonia, Sanoya et Mania de recevoir la mission du gouvernorat de Conakry et du ministère de l'administration du territoire pour la pose des premières briques des travaux de construction des sièges des nouvelles communes. C'est un exercice qui nous a été recommandé par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, qui veut que ces nouvelles communes soient à l'image de tout ce que nous faisons aujourd'hui à travers la vision Simandou 2040, qui dans un de ses axes, qui est l'axe économique, veut faire profiter, n'est-ce pas, les ressources naturelles de notre pays à toutes nos populations. Je voudrais d'abord remercier M. le Président de la République. Les ressources sont non seulement disponibles, mais qu'elles ont été transférées à 70% à la commune pour pouvoir exécuter les travaux. Et je voudrais que l'entreprise se conforme au cahier de charges et que le travail soit fait selon les qualités requises. Au total, 7 nouvelles communes vont sortir de terre dans les mois à venir. Ces édifices publics vont comprendre 2 bâtiments de 2 étages chacun, des salles de conférence et une quarantaine de bureaux. Bessia, dans son entièreté en tant que commune urbaine de la ville de Conakry, nous exprimons le message de soutien, d'accompagnement, d'appui. Nous restons un seul homme aligné derrière lui pour que cette transition, Une fierté comme pas possible. La première s'est tenue. Sanoya aura désormais son siège administratif et à jamais, au même statut que les communes anciennes comme Kaloum, comme Matam, comme Matoto. Population de Mania. On a besoin de tous les ouvriers, tous les jeunes qui ont des talents, qui ont des compétences pour faciliter la construction et l'achèvement de cet ouvrage. Sur le financement de l'ANAFIC, à travers le Fonds de développement des communes de Conakry, le gouvernement veut aller vite pour rapprocher davantage l'administration centrale des populations à la base. Responsabilité sociétale des entreprises, environnement social, gouvernance et durabilité. La question est en débat à Conakry, précisément au sein de la Confédération générale des entreprises de Guinée. L'idée est d'accompagner ces acteurs à être des modèles sur le continent africain. Plus de détails avec Falilou Diallo. L'amélioration du climat des affaires en Guinée passe également par la responsabilité sociétale des entreprises, l'environnement social, la gouvernance et la durabilité. C'est ainsi que la Confédération générale des entreprises de Guinée mobilise à Conakry les membres de son conseil d'administration autour de ces différentes thématiques. En effet, face aux exigences internationales croissantes, notamment dans le cadre de projets d'envergure tels que Simandou 2040, il devient aujourd'hui plus qu'impératif pour nos entreprises guinéennes de s'adapter et de s'inscrire dans une démarche répondant aux normes et standards élevés en matière de durabilité, de gouvernance et d'impact. Nous sommes aujourd'hui non seulement pour partager notre expertise sur les enjeux de durabilité et de responsabilité sociétale des entreprises, mais aussi établir une relation solide avec le patronat guinéen. Des experts et spécialistes en la matière sont invités à débattre du sujet. En plus des travaux en plénière, les différents enjeux liés aux relations en milieu du travail seront également abordés. Les objectifs, c'est de mettre à niveau les entreprises et de contribuer à défendre l'intérêt de ces entreprises. Le projet Simandou 2040 est un projet très ambitieux, mais qui ne doit pas être une occasion perdue pour les Guinéens.
Et donc nous avons le devoir d'accompagner toutes les entreprises. RFC constitue un élément de ce qu'on est en train aujourd'hui de mettre à la disposition du développement du tissu entrepreneurial de notre pays, qui est le contenu local. Donc je pense bien que ça sera un autre élément qui sera intégré dans le processus de veille de l'autorité de contenu local qu'on aura très vivement aux opérations pour le bonheur de notre pays. Des pratiques responsables et durables seront mises en œuvre pour faire des entreprises guinéennes des modèles de durabilité sur le continent. Deuxième grand titre de cette édition à Bokeh, formation en faveur des enseignants de l'Institut des mines et géologie, des représentants de quelques sociétés minières et agents de sécurité sur l'usage des explosifs sur les sites miniers. L'idée est de contribuer à la sauvegarde de l'environnement, aussi éviter les accidents du travail. Younoussa Tawel Kamara. Ici, à l'Institut des mines et géologie de Bokeh, des professionnels des mines et certains éléments des forces de défense et de sécurité se retrouvent pour suivre des cours théoriques et pratiques sur la bonne utilisation des explosifs dans les mines et carrières. Durant 5 jours, ces participants ont renforcé davantage leur capacité sur le processus d'utilisation des appareils explosifs, mais aussi le bon comportement à adopter sur le terrain pour éviter des accidents du travail. Les explosifs, ce sont des produits sensibles. Pour leur gestion, leur utilisation, cela requiert le minimum de formation, le minimum de compétences. À l'intention de tous ceux qui interviennent dans le domaine d'utilisation ou même de la gestion des explosifs, afin d'harmoniser ne serait-ce que les compétences, juste pour permettre à tout le monde à peu près d'avoir le même niveau d'information, pour pouvoir participer activement à la gestion des explosifs. Les personnes autorisées à l'utilisation des explosifs, la prudence sur le terrain, la protection de l'environnement et les enjeux de la mauvaise utilisation des explosifs, tout est passé au peigne fin au cours de cette formation initiée par la direction de l'Institut des mines et géologie de Bokeh. Tous ceux qui participent à cette formation doivent contribuer à réduire les effets pervers de l'explosif sur l'environnement, sur les personnes et sur les matériels. Tout lieu de stockage d'un produit explosif, d'abord, obéit aux conditions internes et externes. Interne, est-ce que le produit est stocké dans un milieu frais, humide, pas en contact avec le sol, pas trop chaud, pas trop frais? Ça, ce sont les conditions internes. Les conditions externes, ce sont des conditions sécuritaires. Le lieu d'implantation, il est dans quelle altitude? Au terme de la formation, les participants ont reçu des satisfecits avant de promettre de démultiplier les enseignements reçus dans leurs services respectifs. Quatrième comité de pilotage du projet de développement rural intégré Gawal Koundara Mali. Ce projet de promotion rurale s'inscrit dans le cadre des travaux de désenclavement et d'aménagement des périmètres agricoles. Une enveloppe financière de 22 millions d'euros a été dégagée à cet effet. Plus de détails avec Fodé Camara. Au nom du principe d'équité entre les grandes zones de production, les préfectures de Gawal, Koundara et Mali bénéficient de l'accompagnement du projet de développement rural intégré, un projet pour lequel l'année 2025 est une année décisive. Une quatrième session veut dire que le projet tend pratiquement à sa fin. C'est un projet qui a connu beaucoup de difficultés, mais à date, parce qu'avec l'engagement de l'équipe et l'accompagnement de monsieur le ministre de Sali ici, monsieur Félix Lama, et nous sommes parvenus pratiquement à mettre le projet sur les rails. Et c'est pourquoi on a amélioré le taux de décaissement à date, qui était de 16% et passé pratiquement à 40%. Le temps presse, cette quatrième session du comité de pilotage du projet de développement rural intégré a permis de dresser le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2024, conformément aux recommandations du dernier comité de pilotage. Il s'agit entre autres de faire un état des lieux, d'évaluer un peu l'état de mise en œuvre de ces recommandations et ensuite se projeter sur les activités qui vont être inscrites dans le PTBA de 2025. Sur 25 activités inscrites dans le PTBA de 2024,
Ils ont pu réaliser 23 et ce qui est, à notre avis, significativement bon. Le projet PEDRI GKM se fixe pour priorité la réduction de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire au niveau des ménages ruraux de Gawal, Koundara et Mali, un financement du gouvernement et de la Banque islamique de développement. En dehors du projet qui nous réunit aujourd'hui, notre portefeuille vient de franchir le seuil du milliard de dollars. Le portefeuille actif de notre institution comprend à date 17 projets totalisant environ 1200 millions de dollars américains. Le présent projet, cofinancé par la Banque islamique de développement et le gouvernement guinéen, à hauteur de 22 950 000 €, a pour objectif de réduire la pauvreté dans les ménages ruraux par l'intensification de la production agricole, la construction des infrastructures socio-économiques et de pistes rurales. La mise en œuvre de ce projet va permettre d'améliorer l'accès au marché pour les agriculteurs afin de conforter la résilience des communautés évoluant dans ces zones à fort potentiel, des zones confrontées aux effets des changements climatiques. Au ministère de l'Enseignement supérieur, les efforts des cadres sont reconnus. L'université Gamal Abdel Nasser vient de saluer l'engagement des enseignants-chercheurs. Les diplômes de master ou de doctorat restent nécessaires pour accéder au grade académique. Mounir Bari nous en dit plus. Ces enseignants-chercheurs incarnent désormais l'excellence scientifique et académique dans l'acquisition du savoir ou encore la production des connaissances. Pour ces enseignants-chercheurs, c'est une nouvelle page à écrire avec des perspectives heureuses qui vont déboucher sur des grades académiques. On a vraiment attendu ce diplôme et enfin on l'a eu. On remercie Dieu. Certes, ça a pris du temps, mais c'était pour la bonne cause. Il voulait que ce soit des diplômes bien traités, que les données soient valides. Cette cérémonie marque une étape cruciale et unique au sein de l'administration universitaire guinéenne. La mission de l'université est dans l'enseignement, la recherche scientifique ou encore le service à la communauté. Le département, à travers les recteurs et directeurs généraux des institutions, entend insuffler une nouvelle dynamique. Le ministère de l'Enseignement est en train de créer toutes les perspectives possibles pour exceller dans la recherche. Donc c'est de se concentrer, c'est pas facile, mais c'est d'avancer. Et la finalité, c'est ce que vous voulez de voir. Participer à la production de connaissances, et je ne le dirai jamais assez, notre université, les institutions d'enseignement supérieur en général, doivent prendre toute leur place dans la production de connaissances. Dans les nations qui se développent, ils se développent sur la base de procédures basées sur des faits, sur des preuves. Il n'y a pas meilleure façon de le faire que la recherche. La nouvelle vision du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation est de former pour le marché guinéen et étranger à travers des diplômes authentifiés et certifiés au sein du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Je vous le disais au sommaire, les gagnants du concours international de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains sont désormais connus. Parmi les récipiendaires, Dr Aminata Diallo et Professeur Imorana Kaba. Leurs prix ont été présentés hier à l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia. Marwan Kamara était de la partie, voici son compte rendu. Dr Aminata Diallo et Professeur Imorana Kaba font partie des lauréats qui ont remporté le prix de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains au Maroc. Un concours international qui a connu la participation de plusieurs pays d'Afrique, dont la Guinée. Pour célébrer les lauréats en Guinée, le département de la langue et civilisation arabe de l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia a organisé cette cérémonie. Il était question de faire honneur à deux de nos anciens chercheurs qui ont obtenu des prix avec la Fondation Roi Mohamed VI. C'était pour nous un honneur et un agréable plaisir de les accompagner et de les encourager. Parce que ça permet aussi d'encourager d'autres enseignants-chercheurs pour obtenir
les bons résultats. Cette journée de reconnaissance et de galvanisation a mobilisé les enseignants-chercheurs et étudiants de la langue arabe de Symphonia. L'occasion est aussi mise à profit pour attribuer des satisfecits aux lauréats et autres enseignants-chercheurs pour leurs contributions dans divers domaines scientifiques. C'est vraiment un honneur pour nous parce que même si on est honoré à l'étranger, on a besoin de ça aussi chez nous en Guinée. Donc je remercie l'université pour cette cérémonie. C'est un plus d'encouragement, donc c'est un défi qu'il lance en nous et ça nous donne la confiance en soi que vraiment de nous lancer dans d'autres concours internationaux qui sont dans les pays du Golfe. Donc pour prouver une fois encore à nos collègues, oui, dans la recherche, on peut évoluer, on peut se valoriser. Cette initiative témoigne de l'engagement de la Fondation à promouvoir l'excellence et les valeurs spirituelles communes tout en renforçant ainsi le rôle du Maroc dans le rayonnement de la culture religieuse et académique en Afrique. Nous poursuivons cette édition à l'Université de la Baie. Les enseignants-chercheurs bénéficient d'une formation à Microsoft 365. Cette séance de renforcement de capacité leur permettra d'améliorer leur méthode d'enseignement. Abdoulaye Diallo, Sarafdine Diallo. Qualifier l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, c'est l'objectif de cette série de formations enclenchées à l'Université de la Baie. Depuis plusieurs mois, ils se familiarisent avec l'outil Microsoft 365, un outil à travers lequel ces enseignants-chercheurs au nombre de 70 peuvent désormais tenir leurs cours, même à distance. Cette formation nous permet d'intégrer le numérique dans nos activités. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'à l'Université de la Baie, nous avons moins de 5% d'enseignants qui n'ont pas bénéficié de cette formation. Nous avons appris à paramétrer l'outil, mais aussi nous avons découvert des applications qui vont permettre aux enseignants-chercheurs d'améliorer leur productivité, de collaborer, de co-construire des initiatives, mais aussi et surtout de pouvoir renforcer leur capacité de dissémination du savoir, mais aussi des connaissances. Cette remise des niveaux sur le numérique est pour les bénéficiaires une source de motivation qui reflète leur engagement à donner le meilleur d'eux. Une formation qui est vraiment intéressante et qui nous permettra de faire les enseignements en classe. Avec cette formation, nous pouvons faire toutes les activités avec le Microsoft 365. Ces dernières années, l'Université de la Baie est dans une dynamique d'innovation sur le plan pédagogique, infrastructurel, ainsi que sur la qualification du personnel enseignant. Le monde du système de l'enseignement supérieur, dominé par les technologies de l'information et de la communication. Cet atelier qui est indispensable dans l'enseignement, un plus dans la recherche, et un plus dans le travail collaboratif. Cette série de formations continues à l'endroit des enseignants-chercheurs va contribuer à améliorer la qualité des cours et valoriser les diplômes à l'Université de la Baie, conformément à la vision du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et puis cette école franco-arabe de 3 classes dans la commune rurale de Saladou, c'est un don des fils ressortissants de la localité pour encourager l'éducation à la base. L'école a été inaugurée le week-end dernier par le directeur de cabinet adjoint à la primature, Ousmane Bangora. Nous sommes à Faraba, commune rurale de Saladou, dans la préfecture de Mandiana, en Haute-Guinée. Cette localité de la région de Kankan vient de bénéficier d'une école franco-arabe de 3 salles de classe, d'un bureau et d'un bloc latrine de 4 cabines. L'infrastructure a été entièrement réalisée et équipée par les fils ressortissants de la localité. Elle porte désormais le nom du feu général Souleymane Kelfa Diallo, ancien chef d'état-major de l'armée guinéenne. Ce n'est pas la première fois. Nous avons eu la chance de construire des mosquées, de faire des fourrages, de fournir également des kits scolaires aux élèves et de la capitale, de Mamou, de la Haute-Guinée. Mais nous pensons qu'en tant que commune de l'État, toutes les fois que nous avons l'opportunité, on peut, n'est-ce pas, faire retour à nos sources et puis faire tant bien que mal une assistance. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. La réalisation de cette école franco-arabe à Faraba est vivement saluée par les bénéficiaires. Depuis 30 ans, nos enfants étudiaient dans une seule classe en hangar, qui aujourd'hui est devenue
un souvenir. Nous nous engageons à inscrire massivement les élèves et à assurer leur suivi. Nous remercions le frère Lansinem. Il pouvait passer, beaucoup de personnes ont passé, qui ont plus de moyens que lui, qui ont vu l'école là sous le hangar, qui ne se sont pas intéressés. Mais lui, en tant que digne fils de la Guinée d'abord, digne fils de la région administrative de Kankan, digne fils de Mandiana et digne fils de Faraba. Votre don est d'une importance capitale pour nous, car il nous permet de soutenir les initiatives éducatives et de promouvoir l'apprentissage dans un environnement stimulant et propice. Désormais, la déperdition scolaire, la déscolarisation ou encore le taux élevé des enfants à l'âge d'aller à l'école seront un lointain souvenir à Faraba, dans Saladou, où les habitants pratiquent essentiellement l'agriculture et l'élevage. Au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, la lutte contre les maladies endémiques est au cœur des préoccupations soutenues par la Banque mondiale. La FAO et l'USAID, la 4e cohorte d'agents vétérinaires du pays, vient d'être formée à l'Institut supérieur des sciences et de médecine vétérinaire de Dalaba. En seul objectif, riposter contre ces maladies qui ont des conséquences néfastes sur la santé des populations et même des cheptels. Mamadou Patebalde. Pour cette 4e cohorte, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a bénéficié du soutien financier de la Banque mondiale à travers le projet Covid-19 structuré. Nous sommes rassurés que ce que vous avez appris sera vraiment exploité pour le bonheur de la population guinéenne. Et aux membres du jury, nous voulons vous rassurer que nous sommes une institution d'enseignement et que toutes vos recommandations sont tombées dans de bonnes oreilles. Piloté par la Direction nationale des services vétérinaires en partenariat avec la FAO, l'objectif était de renforcer les capacités des agents vétérinaires et de l'environnement en épidémiologie de terrain niveau de base ISAVET en vue de surveiller et de riposter contre les maladies animales, y compris les zoonoses. Voilà aujourd'hui en passe d'être certifié ISAVET niveau de base. À l'instar de vos collègues qui vous ont précédés, j'aimerais vous exhorter à vous démarquer sur le terrain par la qualité de votre travail. Cette 4e cohorte des vétérinaires de terrain porte le nom de Félix Lama, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, pour sa contribution de qualité en faveur du monde rural. Nous sortons suffisamment outillés de ce programme pour savoir réaliser convenablement les missions qui nous ont été assignées. Cela est d'autant plus un impératif national quand on sait que le pays est confronté fréquemment à des épidémies, tant en santé animale, santé humaine et environnementale. En dotant les professionnels vétérinaires des compétences nécessaires pour identifier, surveiller et riposter efficacement aux maladies émergentes et réémergentes, ce programme constitue une véritable avancée dans notre lutte commune contre les crises sanitaires. Après la présentation du rapport d'évaluation des stagiaires, ces récipiendaires reconnus d'office comme épidémiologistes de terrain niveau de base ont reçu leur certificat de fin de formation en guise de reconnaissance par le programme ISAVET. Le projet de développement de l'agriculture commerciale fait du chemin à l'intérieur du pays. À Kankan, rendez-vous régional est organisé pour structurer le secteur de l'élevage. Un rendez-vous qui annonce la mise en place des interprofessions. La suite avec Diamankava. La ville de Kankan est à l'honneur pour répondre aux attentes du monde rural. La coopération est renforcée afin de contribuer à mettre en place des conditions favorables pour le développement de l'agrobusiness en Guinée. Au cœur du sujet, l'état de lieu organisationnel des filières bétail-viande et porcine. Il s'agit de trouver un engagement commun avant la mise en place des interprofessions. L'objectif de ce séminaire
c'est permettre au secteur de l'élevage de se mettre ensemble pour atteindre les objectifs fixés, à savoir l'amélioration de leurs conditions de travail. Déjà, nous sommes dans la matière. Maintenant, nous allons prendre des bonnes dispositions pour que vraiment le secteur puisse marcher. Parce que si le secteur de l'élevage marche, ça rentre dans l'alimentation de la population. La feuille de route du projet de développement de l'agriculture commerciale est révisitée pour édifier les producteurs, transformateurs et commerçants. L'objectif reste le même, permettre aux investisseurs privés de s'impliquer davantage dans le processus de développement des chaînes de valeur. L'appui que l'autorité régionale doit faire, c'est de faire en sorte que l'ensemble des acteurs qui sont impliqués au niveau de ces deux filières soient mobilisés pour qu'ils puissent échanger et trouver une solution à cet épineux problème. Ce financement de la Banque mondiale compte accélérer la transformation du secteur agroalimentaire en un secteur agricole commercial performant, susceptible d'attirer des investissements privés. Au finish, il s'agit d'assurer l'approvisionnement des marchés à croissance rapide et créer des emplois et des opportunités économiques. Maintien de la paix et de la quiétude sociale en Guinée dans la préfecture de Boké. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran est initiée par les fils ressortissants et résidents du district de Dabankou. Les imams et sages ont plusieurs fois lu le Coran pour l'unité et le progrès en Guinée. Marwan Kamara. La communauté musulmane du district de Dabankou s'est réunie en un seul point pour prôner la paix. À travers la lecture du Saint-Coran et des prières, elle apporte sa contribution au maintien de la quiétude sociale et pour la réussite de la transition en Guinée. C'est une initiative des fils ressortissants et résidents de Dabankou. Tout ce qui existe dans ce bas monde-là, qui n'est pas créé, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est le Saint-Coran. Ça, c'est un deuxièmement, c'est la reconnaissance de l'ensemble de la communauté Diarra au bienfait du général Mamadi Doumbouya. Au cours de cette rencontre religieuse, le Coran a été lu plusieurs fois, suivi par des bénédictions pour le pays et pour les autorités. Une occasion pour les citoyens de cette localité d'exprimer aux autorités leurs difficultés liées au manque d'infrastructures sociales de base dans leur localité. Tout Dabankou est résolu en un seul homme pour accompagner les idéaux du président général Mamadi Doumbouya. Mais aussi, Dabankou souhaite avoir l'électricité, la route pour permettre aux populations de se vaguer librement à leur activité. Le centre de santé Agbo. Nous avons des difficultés liées à la finition de notre centre de santé. Il est en chantier depuis 2017 par l'initiative des fils ressortissants et résidents. Aujourd'hui, nous avons bénéficié des équipements, mais le centre de santé est toujours inachevé. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Dabankou est un district de la sous-préfecture de Kolaboui dans la préfecture de Boké. Pour le progrès de cette localité, ses filles et fils se basent sur la cohabitation pacifique. Ils invitent aussi l'ensemble des Guinéens à favoriser la paix pour le développement rapide de la Guinée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la RTG. De mon côté, la joie fut immense de vous servir cette semaine. À très vite sur nos antennes si le propriétaire des temps et des circonstances le veut bien. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.